Déjà toutes les enveloppes écrites et puis timbrées. Regarde ma chérie. Tu vois, Arlette, Cécile, Marion mon frère, Tatiana ma petite fille qui est dans le Midi. Je vais acheter maintenant une carte postale Berck et puis beau temps, bonne bouffe, etc. Puis, c'est le geste qui compte. Ben oui, hein. L'équire pétillant Cassis, pardon. Ici à Mathilde. Et à Mathilde, alors voilà Mathilde. L'équire pétillant Cassis. Ces anciens mineurs ont longtemps été les uniques pensionnaires du Régina. Ils y passaient leurs 2 semaines de vacances. Une vie de seigneur pour ces mineurs. Quand on venait ici, c'était le bonheur d'être comme les autres, de se faire servir, d'être soigné, d'être coucouné, d'être autre chose qu'un mineur de fond. Et de se dire, moi aussi, j'ai les moyens d'aller en vacances. Moi aussi, je peux emmener ma famille dans un hôtel. Tu vois, c'est ça, c'est de dire, il y a autre chose dans la vie que les corons. Il y a le bonheur d'être à l'hôtel, d'être en vacances, de voir la mer, d'emmener ses enfants. Je pense que c'est ça, c'est d'être autre chose qu'un ouvrier. C'est les plus fortes marées en ce moment. Ainsi, l'ouvrier est devenu un vacancier. C'est magnifique. Il y en a un là qui vient de plonger là. Tu sais que le poisson arrive là, donc automatiquement ils vont chauffer. Moi, c'était le coup de foudre avec la mer. Oui. Quand j'ai vu cette étendue, là, je me suis dit que j'avais le souffle coupé. On n'a jamais vu une étendue d'eau comme ça. Ça te fait une drôle d'impression, hein. Pour Voidia, le coup de foudre avec la mer s'est finalement transformé en une histoire qui dure. Mais cette rencontre entre l'ouvrier et la mer ne s'est pas toujours passée aussi sereinement. Certains privilégiés, qui mènent sur le littoral une vie mondaine, voient d'un mauvais œil l'arrivée sur leur territoire de ceux qu'ils nommeront les salopards en casquette. La lutte des classes s'invite alors sur certaines plages. Et les journaux satiriques s'en font l'écho. Vous ne pensiez pas que j'allais me tromper dans le mémo que c'est bolchevique? Cette confrontation va durer et atteindre son paroxysme sur la Côte d'Azur avec l'affaire Santa Lucia. Santa Lucia, c'est le nom de cette crique près de Saint-Raphaël. Moi, c'est du plus grand. Un paradis sauvage, bordé par de très belles villas secondaires. Leurs résidents ont longtemps été les seuls à profiter de cette plage publique, jusqu'à l'arrivée des congés payés. Edmond, un ouvrier grenoblois en vacances dans la région, la fréquente pendant 6 étés. Jusqu'au jour où lui et sa famille deviennent indésirables. Un jour, on n'a plus pu aller à la plage. Les copropriétaires là, avaient fait
construire un mur et avec une porte blindée. Sur cette porte, les riverains écrivent à la craie les horaires d'ouverture de cette plage, qu'ils considèrent la leur. On a fait sauter avec le pied de biche, puis après ils avaient mis une chaîne avec un cadenas, et bon, nous, avec une pince, on a fait sauter la chaîne. Et puis bon, le matin, quand la porte était fermée, on retournait, on l'ouvrait, et puis à midi, on allait monter la garde pour pas qu'on allait pique-niquer là-bas, pour pas qu'ils referment. Je suis propriétaire d'une toute petite maison, je crois que c'est la plus petite du parc, qui se trouve au bord de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez au départ empêcher? Non, le problème n'est pas d'empêcher, le problème est de limiter, si vous voulez, l'envahissement par des gens quelquefois indésirables, quelquefois charmants d'ailleurs. Nous avons de très bons amis qui viennent ici, bien entendu, parce que nous avons souvent... Ce propriétaire ne s'est pas fait que des amis. Parce qu'on fait voir le mur de Berlin, mais celui-là aussi. Permettez-moi. Mais nous payons les impôts, nous, madame. Nous payons... Mais et nous, madame, nous les payons deux fois, les impôts. Vous les payez, mais parce que vous êtes riche. La lutte n'en reste pas là. Les vacanciers manifestent leur colère à la mairie. Ça dégénère. Un collègue d'Edmond est arrêté et il passera 3 jours en prison. Mais à sa sortie, le combat pour l'accès à la mer est gagné. Alors le droit au congé payé, on l'avait acquis, mais après le droit d'aller à la mer, on nous coupe les accès. Alors ça, c'était vraiment inadmissible. Ça, on n'a pas supporté. Bon, alors voilà, on s'est battu et on a gagné. C'est déjà quelque chose, hein. Je pense que Santa Lucia a participé beaucoup à cette libération de l'accès à la mer. Des combats contre la privatisation du littoral, il y en aura d'autres, surtout en Méditerranée. Grâce à eux, ils soufflent sur le bord de mer un vent de liberté. Cela est peut-être difficile à croire, mais cette voiture aussi a participé à la libération de nos vacances. D'ailleurs, ce n'est pas une voiture, c'est un mythe. La 2 chevaux est la première voiture populaire de l'histoire. La voiture pour les congés payés. C'est d'ailleurs en 1936 que son prototype est dévoilé. Mais elle ne sera commercialisée que bien plus tard. Car la guerre éclate. Tout ce que les congés payés avaient commencé à bouleverser dans notre société s'arrête en 1939. Évidemment, on ne part plus en vacances. Certaines côtes sont ravagées par les batailles. Après la guerre, pour relancer l'économie, on mise sur l'industrie. Ainsi, la 2 chevaux sort des usines en 1948. 4 roues sous un parapluie, qui vaut 3 fois moins cher qu'une traction. Son prix équivaut quand même à 2 ans de salaire d'un ouvrier à l'époque. Les Français l'adoptent pour partir à nouveau en vacances. 2 chevaux, l'amour toujours. Aujourd'hui, elle est devenue un objet de collection. Mais c'est quoi ça? Stop, non? Denis est passionné de 2 chevaux. Il y a 2 klaxons cette voiture, klaxon ville, klaxon campagne. Une petite pression, c'est la ville, une grosse pression, c'est le campagne. La deuxième qui se met en marche. Elle a été différenciée par ça, par le son klaxon aussi.
partais avec mes parents en vacances avec une 2 chevaux comme celle-ci, à 5 dans la voiture avec les bagages sous les sièges, la toile de tente sous les sièges. Et c'était de l'aventure. Et j'avais mon petit frère qui était au milieu, parce que sur cette voiture, il y a une barre au milieu. Et comme c'était le plus petit, il était tout le temps au milieu pour que mon père voie bien dans le rétroviseur ce qui se passait derrière, et criait sans arrêt, parce qu'il avait la barre qui lui rentrait dans le derrière. Avec sa femme Betty, ils sont là pour revivre une tradition des vacances dont on se passerait pourtant bien. C'est qu'on va bouffonner, non? À La Palisse, dans l'Allier, ces passionnés de vieilles voitures font exprès de recréer un embouteillage sur la fameuse Nationale 7 qui mène en Méditerranée. Elles commencent mal les vacances. Bah, elles commencent mal, oui. Vous dites, si on arrive à se sortir de ce bouchon, encore une dizaine d'heures et puis c'est bon. Et oui, avant les autoroutes, avant Bison Futé, tout le monde était obligé de se croiser dans les petits villages qui jalonnaient la route des vacances. Deux chevaux, Dauphine ou 403, l'automobile se démocratise. Après la guerre, plus de la moitié des Français part en vacances en voiture. Premier drame de la route. Premier contrôle routier. Le tribunal de police se déplace jusque sur le bord de la route. Pas les pieds. Bonjour messieurs, dames, vous m'allez les égarer. Xavier est chauffeur routier dans la vraie vie. Alors, Saint-Tropez, vous n'êtes pas dans le bon sens, messieurs, dames. Madame, retournez votre carte, vous verrez, vous y verrez mieux. Voilà, retournez votre carte. Encore un tour, encore un tour. Voilà, vous faites demi-tour au bout, vous verrez au carrefour, vous pouvez revenir. Merci beaucoup. Bon courage et bon voyage. Merci, bonne journée. Oui, la mission de la gendarmerie aussi, c'était ça. C'est-à-dire renseigner les gens, c'était voilà, les gens. Bon, alors là, la dame avait sa carte à l'envers, donc forcément, elle montait sur Paris, ça c'est normal. Mais le gendarme aussi, c'est ça, c'est renseigner les gens, aider, porter secours. Faites attention, madame, que votre bateau ne s'envole pas sur la nationale. C'est moi qui l'ai attaché en plus. Donc... Ah, c'est vous qui l'avez attaché. Ah, vous stationnez au parking à la sortie de la ville, vérifiez le serrage. Bon voyage. C'est une époque que j'aurais aimé vivre. C'est l'ambiance, c'est quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Parce que maintenant, dans les bouchons, chacun dans sa voiture avec la climatisation, au téléphone souvent, et puis voilà, point barre. Il n'y a pas cette convivialité qu'il y avait à l'époque. Ah, monsieur est en panne. C'est toujours au mauvais moment quand on m'empanne. Vous êtes sûr que vous avez le contact, monsieur? On n'a pas le contact facile, nous, on n'est pas comme la jeune marée chaussée. Et la marée chaussée, là, pour pas nous aider à pousser un peu. On n'est pas là pour ça. Enfin, monsieur, vous entravez la circulation pour une erreur bête. Ah, bah voilà! Il y a deux maladies dans les bouchons. Il y a la voiture qui chauffe, vraiment, qui dégueule l'eau, qui fume, etc. Et puis il y a le vaporlock. Le vaporlock, c'est tout simplement l'essence. Le moteur est tellement chaud que l'essence s'évapore avant d'arriver au carburateur. Voilà. Ce qui fait que ça ne démarre pas, il n'y a plus d'essence, elle s'est évaporée avant. Alors il y a plusieurs techniques, il y en a qui mettaient des serpillères autour, on le rafraîchit avec une bouteille d'eau, etc. Voilà. Mais c'est les grosses pannes des bouchons, c'est ça. C'est tout dû à la chaleur du moteur. Allez, on va jusqu'où comme ça? Allez, hop. Denis n'a pas rencontré de problème avec sa 2 chevaux. Il y a un proverbe qui dit, quand on part en Citroën, on revient avec de la peine, mais on revient quand même. Voilà. C'est pas le cas des Renault. Je vais m'abstenir pour le reste. Parce que si vous connaissez peut-être le dicton pour les Renault, on part à Renault, on revient à vélo.
Les congés payés nous ont laissé en héritage ce chassé-croisé. Direction la Méditerranée. Beaucoup de ces automobilistes vont cultiver un art de vivre très prisé des premiers vacanciers. Grâce à leur voiture, ils pouvaient aller n'importe où et s'installer n'importe où. C'est comme ça que s'est développé le camping. Bon, il est bien l'emplacement. Ouais, pas mal, hein. En tous les cas, il est plat. Il est ombragé un petit peu. Sophie et Samir ont leurs habitudes ici, à Bormes-les-Mimosas. Eh ben, les tentes, il faudrait mettre la grande tente ici et la petite des enfants, à côté, là-bas, non? Le camping d'aujourd'hui, comme celui d'hier, commence toujours pareil. Ça s'appelle l'enfer du montage de tentes. Ça, je pense qu'on s'en fout. Malgré les efforts des fabricants. Ah non, ça c'est les chambres, c'est là-dedans qu'il faut enfiler les machins. Attends, mais elle est à l'envers ou quoi? Ça reste une galère. Attends, là, il faut des hommes, je crois. Hein. Ouais, parce qu'il faut plier, là. Attendez, on va les prendre côté par côté. Voilà. Enfin, c'est les mises? Ça marche avec les C'est bon, ça arrive. Attends, il y a mon dos qui passe. Nickel. Voilà, c'est bon. Sophie et Samir ont fait appel à leurs amis. Encore? C'est une question de survie. Ça me gonfle vite, c'est pas un truc qui m'amuse. Après, ça dépend à l'heure à laquelle on l'a fait, quoi. Si avec la fatigue, la route et tout ça, et quand on arrive, après, il faut encore monter. Hein. La tente, là, c'est galère. Après, des fois, il y a des risques de dispute. Ça va que vous êtes là. Après, quand on est avec du monde, et comme ça, ça va, c'est convivial. Ça se monte rapidement. Le montage et le démontage, c'est pas très rigolo, mais une fois qu'on a installé, c'est quand même sympa, ouais. Il n'y a pas de ménage à faire. Il n'y a pas trop de vaisselle, pas de cuisine. On fait le minimum. On change les habitudes annuelles. Et ça fait du bien de faire une coupure. Et l'élastique, tu l'attaches sur l'anneau qui est au-dessus. D'accord, parlez de celui-ci, là, mon frère. Le camping est par essence un mode d'hébergement peu coûteux. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il est développé par les aristocrates anglais. À la fin du 19e siècle, ces nantis se passionnent pour cette vie chiche au milieu de la nature. Le camping est un sport haut de gamme, même en France, où on voit circuler les premières caravanes. Quand tous les Français se mettent à partir en vacances, faute d'infrastructures sur le littoral, il devient populaire. On s'installe partout. Un code du campeur est alors édité. Il fait sourire les journalistes. Pour être de parfaits campeurs, il ne suffit plus de posséder un short, de bonnes jambes et quelques bidons. Il faut désormais se plier au règlement et se munir d'une carte d'identité, d'une licence de camping, d'une police d'assurance contre l'incendie d'une valeur de 5 millions et d'un récépissé de... Est-ce que ça suffira, monsieur le garde champêtre? Eh oui, ne plantez pas votre tente sur un terrain en pente. Ne vous installez pas auprès d'une voie de chemin de fer. Il suffit parfois d'un souffle. N'imitez pas ces errants perpétuels qui n'ont pas su mettre en pratique les sages conseils que nous voulons de vous donner. Dormez paisible sous l'étiquette du campeur officiel. À Bormes-les-Mimosas, le camping de Sophie et Samir a lui aussi commencé de façon anarchique. Imaginez qu'avant, ici, il n'y avait rien. Sauf cette grande demeure au fond. Elle appartenait à Régis Defour, un riche industriel stéphanois.
Voici ses héritiers. Et puis des voitures, Ça, c'est la base, tu vois. Les gens, ils étaient où ils pouvaient, là. Ils faisaient leur remplacement. On leur donnait une pelle et une pioche, et ils faisaient leur remplacement. Cette propriété qui était immense quand même, pas mal d'hectares, était absolument vide de tout, puisque c'était la fin de la guerre. Donc à ce moment-là, certaines personnes ont vu la plage vide, sont venues s'installer devant la plage, comme ça ils ont monté une tente. Il y en a une, puis 2, puis 10, et puis 50. Et voilà, c'était du camping sauvage. Le bouche à oreille faisait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui s'installaient sur une propriété privée. Le Seul-Four a dit, mais c'est pas possible qu'on reste comme ça. Donc il a demandé à son régisseur d'organiser un terrain de camping sécurisé, avec des gens qui payaient peut-être pas d'ailleurs au départ, mais enfin au moins qui étaient au moins sécurisés et canalisés. On savait où ils se mettaient, on les installait même, puisqu'on a fait des emplacements spéciaux pour qu'ils soient à l'ombre, ou voilà. Et donc c'est ça le début du camping, réellement. C'est ça. Ça c'est la première supérette. Voilà. Aujourd'hui, Anne et ses frères dirigent ce camping. De la sortir. Regarde, les gens. Oh là là, pour le pain. Non, pour tout. Aussi pour le pain, pour le pain le matin. C'est sûr qu'on aurait du mal à envisager partir maintenant 15 jours c'était quasiment désertique, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Il fallait aller à pied chercher l'eau à la supérette. C'est sûr que maintenant on part à l'autre bout du monde sur des îles pour avoir des expériences pareilles, alors qu'à l'époque il fallait juste faire 400 km, mais ça change. Cette famille aurait très bien pu vendre cet immense terrain les pieds dans l'eau à des promoteurs immobiliers. Mais elle a refusé les offres. Car elle aussi a attrapé le virus du camping. C'est toujours intéressant de regarder les installations de chacun. Anne y a passé toute son enfance. Chaque campeur essaye de personnaliser sa place. C'est assez extraordinaire parce qu'ils sont là 15 jours ou 3 semaines et ils décorent leur emplacement comme si c'était chez eux en fait. Et chaque année, ils amènent des nouveautés. Eux ont amené des petits lumignons. Il faut qu'ils se sentent chez eux. C'est un village enchanté en fait parce que tous les gens sont heureux d'arriver et il y a une convivialité qui se crée même avec nous en tant que responsable du camping. C'est vraiment agréable de travailler. C'est un job sympa que vous avez alors ? Tout à fait, oui. Le camping est un autre terrain d'observation de l'anthropologue Jean-Didier Urbain. Cette fois, c'est l'habitat d'Homo plagitus qui l'intéresse. C'est génial ça. Ah ouais, la vache. Là, on voit bien que le plaisir du campeur, on se construit une cabane au fond de la forêt, quoi. C'est pas une cabane d'enfants, c'est une cabane d'adultes, mais c'est quand même un jeu de jouer à la cabane, quoi, au milieu de la forêt. Et ça, c'est ce qui fait effectivement la poétique, ou la poésie du camping, ça c'est clair. De la plage jusqu'au camping, on est dans cette même logique de partage, d'installation, de Robinsonade, quoi. Ce sont tous des Robinson Crusoe là qui sont installés. Ils ont construit leur forteresse, ils ont construit leur maison, et on est tout à fait dans le rêve Robinson Crusoe là. Un rêve que certains Robinson vont abandonner, rattrapés par leur habitus. Ils préfèrent transporter leur maison. La caravane, elle est liée à la révolution automobile. C'est-à-dire c'est ce moment où le campeur peut acheter une automobile qui lui permet de tracter une tente dure en quelque sorte, qui est une pièce roulante effectivement, qui n'a plus rien à voir avec, je dirais, l'architecture molle qui est une tente, enfin qui se détruit, qui peut s'effondrer au premier coup de vent, etc. On n'est plus dans ce fameux jeu de la hutte, la construction de la cabane. Ici on n'invente plus rien, on s'installe. Donc c'est pas la même expérience de la liberté.
Il existe ici un lieu que seul un anthropologue spécialiste des vacances peut observer comme il le fait. Les sanitaires. C'est vrai que ce lieu, a priori, on pourrait dire que c'est un lieu à part, pas forcément essentiel. En fait, c'est exactement le contraire. Tout le monde vient chercher de l'eau, tout le monde a besoin d'eau douce pour se dessaler après le bain, tout le monde a besoin d'eau douce pour faire sa vaisselle, pour se laver. Et puis en même temps, c'est un lieu de rencontre qui, moi, en tant qu'anthropologue, me fait un peu penser à ce qu'était la fontaine dans les villages de jadis. Un lieu où on se rencontre aussi, on ne vient pas que s'approvisionner, on vient aussi rencontrer l'autre. Ce modèle d'habitat pour les vacances, Homo plagitus y est fidèle. Le goût du camping se transmet de génération en génération. Moi, je fais pas gaffe. Non, c'était ça, j'en ai plein. Mes parents, ma mère ramassait ça en Espagne aussi. Ah ouais, en Espagne. C'est le cas pour Sophie et ses amis. On était 5 avec moi. Après, il fait à 10h, il fait trop chaud. Si on fait une petite sortie d'une heure. Depuis tout petit, j'étais baigné en camping. Mes parents, ça a toujours été camping en Bretagne, camping. Je crois qu'une fois qu'on l'a dans la peau, je crois qu'on ira encore quelques années au camping. Je suis professeure des écoles dans un lycée français en Afrique du Sud. Et donc, dès que l'école termine, hop, je reviens au camping. Et c'est vraiment, j'ai besoin de me ressourcer, de me reposer. Et pour rien au monde, en fait, je manquerais mon rendez-vous camping. Alors, les collègues rigolent. Elles disent « Ah, elle va au camping !» Donc, et c'est ça qui est très gros. Et en fait, moi, j'ai besoin de ça. Cet héritage des congés payés est aujourd'hui le premier mode d'hébergement des vacanciers. 6 millions de Français sont adeptes. Sur la façade atlantique, l'accueil des estivants s'est géré tout autrement. Les Sables d'Olonne, c'est l'une des principales stations balnéaires françaises. Quand les vacanciers ont débarqué, tout ceci appartenait encore aux pêcheurs. Au début, ils se sont quand même un peu sentis envahis. Ils leur ont bien vendu du poisson, mais ils ont surtout eu une brillante idée, leur louer leur maison. Alors c'est quel numéro? C'est le 30. Voilà. Marie-Thérèse et Catherine ont passé leurs premières vacances ici. La première fois où nous sommes arrivés en vacances, c'était là. Ici, chez Victoire et Rodolphe Boulanger, au numéro 30 de la rue de la sous-préfecture.